Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on parle du Tour d'Émilie 2024 qui aura lieu cet après-midi autour de Bologne. C'est une des courses de la saison que je préfère en toute honnêteté. Avec la Flèche Wallonne, c'est certainement le dernier kilomètre de course que j'attends le plus. C'est une course très difficile et on a toujours un final exceptionnel autour du sanctuaire de San Luca. Concernant le parcours, cette année à l'image de ce qu'on a habituellement, on va avoir 215 km de course. C'est relativement long pour une course qui n'est pas World Tour, c'est à noter quand même. Une première partie en ligne de 172 km à peu près. Difficile quand même cette première partie en ligne. On va avoir 3 ascensions notables. Zocca, Grizzana Morandi et Monte Chiaro. Ça ne devrait pas avoir d'influence sur la course, évidemment, si ce n'est que cette partie en ligne va user un maximum les organismes avant de rentrer sur le circuit final où on va monter à 5 reprises la côte de San Luca, et ce dans les 40 derniers kilomètres. Oui, ça va être très difficile, hein. L'enchaînement 5 fois monter la bosse de San Luca, c'est très compliqué. D'ailleurs, bien souvent, la course se dessine dans les 2-3 derniers tours. On a toujours un groupe de 15 qui se dégage, puis 5-6 bonhommes qui vont se disputer la victoire au sprint dans les 500 derniers mètres. Cette côte de San Luca, si vous ne connaissez pas le Tour d'Émilie et que vous avez vu le Tour de France cette année, c'est celle que vous aviez sur la deuxième étape du Tour de France qui a eu la victoire de Kevin Vauquelin et aussi la première attaque de Pogačar sur ce Tour de France 2024. Le cadre est magnifique, la bosse est très difficile et elle va se faire en 3 parties. Une première partie, on va passer sous une arche et se lancer tout de suite sur des pourcentages assez effrayants, plus de 10%. Vu qu'on arrive à l'injection après la descente, généralement ça part pleine balle. Donc c'est assez impressionnant. Le rythme se calme un peu après 500 mètres à vive allure. Certains mecs généralement aiment bien se dégager à ce moment-là. On a le fameux pif-paf, ce droite-gauche avant de se présenter sur les pentes terribles. C'est là qu'on peut faire la différence si on souhaite venir s'imposer en solo. Ça, c'est pour le deuxième tiers d'ascension. Et si on n'arrive pas à faire la différence à ce moment-là, une fois qu'on a grimpé ce deuxième tiers et qu'on tourne sur la droite, là, on a des pourcentages moyens qui sont beaucoup plus faibles. Ça dure 600 mètres et si on n'a pas fait la différence avant, il va falloir avoir des jambes très solides pour pouvoir faire 300 mètres à fond sur des pentes avoisinant 3 à 5%. C'est là d'ailleurs que l'an dernier, Roglic avait battu Pogačar au sprint, en plaçant une des plus belles accélérations de 2023, il me semble. Ça, c'est pour la course. En termes de coureurs présents et des favoris, forcément, il y a un ultra favori depuis ce qui s'est produit la semaine dernière au championnat du monde. C'est Tadej Pogačar qui s'avance avec une équipe, comme d'habitude, extrêmement solide. Rafał Majka, qui avait brillé au Canada. Jevine, qui a brillé aux mondiaux de façon générale et surtout sur les chronos. Et Adam Yates, qui devrait trouver un parcours à sa convenance. Donc voilà. UAE fait office d'épouvantail, Pogačar fait office d'ultime favori. Qui pour l'embêter sur cette édition? Eh bien, pas grand monde. Normalement, 2 personnes. On va imaginer que Tadej Pogačar, évidemment, est dans une condition extraordinaire. Ça sera son premier jour avec un maillot de champion du monde. Il n'a jamais gagné le Tour d'Émilie. Je pense que cette année, c'est la bonne. Tout marche pour Pogačar. On va compter sur Remco Evenepoel et Primož Roglic pour venir l'embêter. Intrinsèquement, sur la condition physique, c'est les 2 seuls coureurs présents au départ qui devraient pouvoir l'emmerder en vérité. Evenepoel était bon la semaine dernière, c'était pas du top Evenepoel, mais c'était quand même très solide parce qu'il a fait énormément d'efforts pendant toute la course et il est arrivé à se pointer dans le groupe de compte qui s'est disputé la 3e place. Son équipe, par contre, est peut-être... Enfin, c'est sûr, est beaucoup plus faible que celle du AE. Je pense qu'il pourra compter uniquement dans le final sur Mauri Van Sevenant, qui avait bien marché sur le Tour du Luxembourg. Et chez Red Bull, là, on a mis du gros monde pour accompagner Primož Roglic, le tenant du titre du Tour d'Émilie. Encore une fois, c'est lui qui avait battu Pogačar l'année dernière sur un super sprint. Et il y a du monde pour l'accompagner. Je pense à Roger Adria, le jeune coureur espagnol qui a brillé sur les derniers championnats du monde. Et je pense également à Jane Lay et Florian Lipowitz. Jane Lay qu'on avait vaguement vu sur les championnats du monde la semaine dernière et Lipowitz qui a fait un bon Tour d'Espagne et qu'on avait vu également à l'offensive la semaine dernière. Donc gros collectif Red Bull, certainement le collectif le plus à même de venir embêter UAE. Pour ce qui est des outsiders, j'ai 2 noms principalement, Benelli pour IF et Enric Mas pour Movistar. Ces 2 mecs étaient extrêmement en forme la semaine dernière. Et on fait partie du groupe de 6-7 coureurs qui se sont disputés la 2e et 3e place. Et après, on a une pléiade de noms solides. Et là, je pense alors à Antonio Tiberi pour la Bahreïn, vainqueur du Tour du Luxembourg il y a 2 semaines. Tom Pidcock pour Ineos. Giulio Ciccone pour la Lidl. Simon Yates pour la Jayco. Matteo Jorgensen pour la Visma. Et Michael Woods pour Israël. Voilà un petit peu les noms que je vois bien se battre pour aller chercher entre la 3e et 10e place.
à peu près. Côté français, on va se concentrer sur deux noms. Victor Lafay pour Decathlon. La côte de San Luca est, je trouve, une ascension qui convient parfaitement aux qualités de Victor. Et on suivra également David Gaudu pour Groupama qui nous fait une grosse fin de saison. Excellente Vuelta, super Tour de Luxembourg et de bons championnats du monde, donc c'est certainement notre meilleure chance côté français. Au niveau des scénarios de course, j'en vois deux en vérité. Le plus logique, et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est de voir un groupe de 15 à 20 coureurs se détacher dans l'avant-dernière ascension de San Luca, 15 mecs se présenter au pied de la dernière ascension. À ce moment-là, on aura forcément un équipier pour Roglic ou un équipier pour Pogačar pour emmener fort au pied. Et si les favoris n'arrivent pas à se distancer les uns les autres après le pif-paf de San Luca, eh bien on aura ce qu'on aurait eu ces dernières années, un sprint. Et à ce jeu-là, on retrouvera ou Primož Roglic ou Tadej Pogačar, peut-être Evenepoel, même si je trouve qu'il a moins d'explosivité que les deux noms cités auparavant. C'est la logique qu'on a vu se dégager ces dernières années sur le Tour d'Émilie. Cependant, cette année, je vois la donne complètement différente parce que Tadej Pogačar vient disputer sa première course avec le maillot de champion du monde. Et ça peut l'amener à courir de façon plus agressive parce qu'il aura envie de montrer son beau maillot au monde. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, dans ces cas-là, on peut s'attendre à voir Pogačar ne pas attendre le dernier tour pour se disputer la gagne et le voir partir à 2 voire 3 tours de l'arrivée. Et là, du coup, on a deux scénarios possibles. Soit Pogačar est en surclassement, ce qui s'est quand même beaucoup produit cette année, et il nous fait les 30 à 40 derniers kilomètres en solo pour venir s'imposer. Que c'est pas le scénario que je préfère parce que j'aime bien voir les mecs se disputer grave la victoire dans la dernière ascension de San Luca. Et la deuxième solution possible à ce scénario-là, c'est de voir Pogačar s'emballer, faire tous les efforts du monde parce qu'il veut faire briller son beau maillot d'entrée de jeu et peut-être voir l'élastique lui revenir dans la poire. Entendez par là que Pogačar peut faire beaucoup d'efforts, rester bloqué à 15-20 secondes devant un groupe de favoris qui roulerait derrière Pogačar. Et à ce moment-là, on pourrait voir les autres favoris, Remco Evenepoel et Primož Roglic en tête, venir faire la nique à Pogačar dans la dernière ascension de San Luca. C'est possible, mais j'y crois moyen. Parce qu'en 2024, à chaque fois que Pogačar a entrepris une initiative loin de l'arrivée, ça s'est toujours conclu par une victoire, sauf au Lioran, sur la 13e étape du Tour de France 2024. Donc, vous l'aurez compris, après les noms des favoris que je vous ai égrenés, après les scénarios de course que je vois plausibles sur cette édition du Tour d'Émilie cet après-midi, je vois peu de monde pour venir embêter Pogačar, voire personne. Si on fait un chrono, oui, pour moi, il ne fait aucun doute que c'est lui qui va s'imposer cet après-midi. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu Tadej qui va décider de la strat qu'il va employer. Soit il s'enflamme de loin et il a envie de montrer son beau maillot et à ce moment-là, dans les deux derniers tours, il éparpille tout le monde pour venir s'imposer en solitaire. Soit il est un petit peu plus patient, il compte sur son équipe qui va être très forte et il attaque dans les pourcentages difficiles de la dernière ascension de San Luca pour se débarrasser d'Evenepoel et Roglic et venir s'imposer encore une fois en solo. Je vous avoue que exceptionnellement cette année, je vois très mal un sprint venir départager les hommes forts de ce Tour d'Émilie. Au niveau des horaires, le départ devrait se faire à 11h30 et l'arrivée à 16h30. Quoi qu'il en soit, on débriefera tout ça ensemble tout à l'heure sous les coups, je pense, de 18h à 19h. Ce sera certainement l'occasion pour moi de venir décrypter la 24e victoire de Pogačar en 2024. Avouez quand même que ce serait une surprise de voir le Slovène battu. Si vous pensez évidemment à un autre pronostic, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de débattre avec vous de ce qui pourrait se produire cet après-midi. Encore une fois, on se revoit ce soir pour débriefer tout ça. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée et à tout à l'heure. Salut, ciao!